Nicolas Wassel, de l'ingénierie à l'utilisation pratique. Non, mais ça va être très bien parce que vous avez introduit pas mal de choses sur lesquelles je vais pouvoir passer rapidement. Donc, merci pour votre invitation. Donc, moi, je travaille à l'hôpital Saint-Louis. Je m'occupe d'une unité d'adolescents et de jeunes adultes atteints de et mon deuxième centre d'intérêt, c'est les immunothérapies dans les leucémies aiguës. Donc, c'est des pathologies qui sont relativement rares. Donc, je vais me permettre de vous rappeler que c'est des hémopathies qui émergent à partir des proliférations de progéniteurs médulaires. Que ces progéniteurs sont soit myéloïdes, donc des cellules qui sont faites pour vivre pas très très longtemps, mais qui sont impliquées pour certaines d'entre elles dans le système immunitaire, comme les macrophages ou les polynucléaires neutrophiles. Et puis il y a des leucémies qui dérivent des progéniteurs lymphoïdes, et notamment des cellules, la maturation des cellules B et des cellules T, ce qui donne des cancers, des LAL, de la lignée B et de la lignée T. Alors on les appelle de la même façon. En fait, elles se traitent pas exactement pareil. Les leucémies aiguës ont une incidence qui augmente très nettement avec l'âge, ce qui fait que on est plutôt sur 60-70 ans de médiane d'âge au diagnostic, mais ça touche aussi les enfants. Les traitements sont relativement courts, reposent encore beaucoup sur l'allogreffe sur lequel je vais revenir. Et les leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est le premier cancer de l'enfant. Il y a un pic vers 4 ans. Mais en fait, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que la médiane d'âge, elle est vers 15-18 ans. Donc vous avez autant de cas, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là que les progrès en immunothérapie ont essentiellement été faits, dans les formes B. Donc il y a autant de cas chez l'enfant que chez l'adulte. Les traitements sont beaucoup plus longs, reposent sur une quantité faramineuse de chimiothérapie, plus d'une dizaine de chimiothérapies pour les soigner, et aussi sur l'allogreffe. Et pourquoi j'insiste sur l'allogreffe ? Parce que l'allogreffe est la première immunothérapie, avant de parler des anticorps, qui est utilisée, qui est extrêmement efficace dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc c'est pas, vous le savez, la greffe de cellules souches n'est pas là pour changer le moteur qui est malade et qu'il faut réparer. S'il est là pour régénérer un système immunitaire issu donc des cellules donneurs qui vont s'attaquer aux cellules leucémiques par le biais d'une action qui s'appelle l'effet du greffon contre la leucémie. Mais cette greffe a un prix à payer, parce que pour installer cette greffe, on est obligé d'immunodéprimer, de conditionner le patient avec des chimiothérapies assez lourdes, y compris de la radiothérapie. Et puis que sur le plan immunologique, ces cellules vont pas reconnaître que les cellules leucémiques, mais aussi les tissus du receveur, et être pourvoyeurs d'un effet délétère qu'on appelle l'effet du greffon contre l'hôte, qui va être contrôlé parfois partiellement par l'immunosuppression. Et donc c'est aussi pour diminuer les indications de ces immunothérapies que sont les greffes qu'ont été développées les immunothérapies. Alors où est-ce qu'on en est des taux de guérison, si on veut essayer de simplifier l'affaire? Les LAL de l'enfant, c'est devenu une pathologie qu'on guérit très très bien avec très peu de greffes, beaucoup de chimiothérapie, donc éventuellement beaucoup de toxicité au long cours. On est à plus de 90-95% de survie, de survie à 5 ans et de guérison. Ça va décroître beaucoup avec l'âge, parce que les maladies sont pas les mêmes, parce que ces fameuses polychimiothérapies, on n'arrive pas à les passer chez les sujets plus âgés. Et dans les leucémies aiguës myéloïdes, ça décroît aussi avec l'âge. C'est pas exactement les mêmes maladies que chez l'enfant. Et cette décroissance de la survie, elle va être liée aussi avec plus de résistance, une diminution de la tolérance au traitement, et donc beaucoup de décès toxiques, notamment dans les phases précoces du traitement. Alors les immunothérapies dans les leucémies aiguës, ça va être une version un peu simplifiée des diapositives du présentateur précédent. C'est absolument pas les checkpoint inhibiteurs dont on parle beaucoup en cancérologie. Ça marche pas dans les leucémies aiguës. Ça a pas mal été testé avec des associations. Alors, ça peut aider certaines stratégies comme les bispécifiques, mais ça ne marche pas. On a commencé un peu tardivement, comme derrière nos collègues qui font du lymphome, avec les anticorps monoclonaux, avec plusieurs types d'acteurs. Donc on ne sait pas très bien d'ailleurs dans les leucémies aiguës lymphoblastiques ceux qui fonctionnent, avec donc des anticorps nus.
Il y a plus de 20 ans maintenant, un bond a été franchi avec les anticorps, les ADC, les anticorps couplés, qu'on appelle des immunothérapies, mais qui sont rien d'autre que évidemment des chimiothérapies ciblées et qui ont les toxicités, je vais y revenir, des chimiothérapies. Et le vrai bond en avant, ça a été, comme vous l'avez dit, le premier de sa classe, le blinatumomab, le bispécifique, qui reconnaît à la fois le CD3 sur les lymphocytes T et le CD19, qui a l'avantage d'être une cible qui est largement exprimée sur l'ensemble des tumeurs B, donc des tumeurs à la fois fréquentes comme les lymphomes et beaucoup moins fréquentes comme les leucémies aiguës lymphoblastiques. Mais mine de rien, et on pourra y revenir, pour des raisons de pharmacocinétique, c'est dans les LAL de la lignée B que cet anticorps est utilisé depuis maintenant une dizaine d'années. Comme c'est une maladie qui est pas très fréquente, et comme c'est aussi une maladie qu'on guérit très très bien dans les formes pédiatriques, ça a mis beaucoup de temps à remonter les lignes. Et c'est maintenant, depuis le début de l'année, approuvé en première ligne. Aux États-Unis, de 0 à 100 ans. En Europe, ça a eu plus de mal à passer, donc c'est pour les plus de 18 ans. C'est en train de transformer complètement la prise en charge des patients. Et puis, ça a été aussi évoqué, il y a maintenant un peu moins d'une quinzaine d'années, et également dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, ont été vues les premières rémissions complètes qui sont venues de l'utilisation de ces fameux CAR-T-cells, qui sont donc des cellules qui sont produites ex vivo pour exprimer ce fameux récepteur chimère qui permet de reconnaître l'antigène sous sa forme native et non pas comme le font, ça a été très bien dit aussi dans la présentation précédente, les lymphocytes T qui ont une modalité de reconnaissance qui passe par le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors là, on n'est plus sur l'ingénierie, comment dirais-je, pharmaceutique. C'est les lymphocytes T qui vont par l'intermédiaire du transgène fabriquer eux-mêmes ce fameux récepteur qui comporte à l'extérieur ce fragment FAB. Ça va nécessiter donc de récupérer les lymphocytes T, pas forcément au bon moment d'ailleurs, puisque ça a été beaucoup développé jusqu'à présent en rechute. Donc à un moment, le patient a beaucoup été exposé à la chimiothérapie, donc avec des lymphocytes T qui sont pas forcément les plus vaillants. De les transformer, de les expandre et ensuite de les congeler pour pouvoir les injecter aux patients au meilleur moment. Après, là aussi, une lymphodéplétion qui va permettre la prise de ces CAR-T. Vous faites pas, c'est très étonnant d'ailleurs, on a l'impression que tout est dans la cellule. Et en fait, si vous injectez les cellules au patient, il ne se passe rien, elles disparaissent. Donc, vous devez vraiment immunodéprimer le patient pour permettre à ces cellules de se greffer, de s'amplifier. Et chez les patients qui vont de leucémie aiguë lymphoblastique notamment, vont parfois perdurer, je vais y revenir, des années pour contrôler la maladie. Alors juste rapidement, parce que la France a été le seul à démontrer l'activité des anti-CD20 dans le groupe GRAL que tu connais parfaitement, pour l'avoir co-dirigé de nombreuses années. C'est une étude de phase 3 qui est arrivée un peu tard dans le développement du médicament, donc jamais d'AMM déposé par le laboratoire, mais une utilisation massive du rituximab et des autres anti-CD20 avec des niveaux de preuve assez faibles. Dans la LALB, avec juste un point, je m'arrêterai là, c'est que c'est un antigène qui est, contrairement au CD19, très très peu exprimé à ces phases très immatures de différenciation. Donc c'est à peu près un tiers des LAL de la lignée B, mais ça fonctionne, ça réduit le risque de rechute, ça améliore les EFS, et encore une fois, donc c'est largement utilisé. La deuxième vague, donc je l'ai dit, il y a une quinzaine d'années, à la fois dans les LAL et la seule immunothérapie approuvée, je vais revenir un petit peu dans les leucémies aiguës myéloïdes, donc immunothérapie ou immunoconjuguée, c'est ce couple anti-CD22 donc exprimé sur les B et anti-CD33 exprimé largement dans le compartiment myéloïde, couplé à une chimiothérapie qui est la calicéamycine, qui malheureusement est extrêmement toxique et a notamment une toxicité pour l'endothélium hépatique. Et donc ces deux antigènes CD22 et CD33 ont la possibilité de générer une endocytose lorsqu'ils sont
ils sont couplés à l'anticorps, et donc, comme ça vous a été bien expliqué, le linker qui lie l'anticorps à la chimiothérapie, à la calicamycine, a la capacité de s'hydrolyser uniquement au pH de la voie lysosomiale, et donc d'être libéré après le phénomène d'endocytose. En fait, c'est pas aussi joli que ça, hein, parce qu'il y a de la libération évidemment de calicamycine qui participe probablement à la toxicité du produit. Donc ça marche relativement bien, notamment dans les leucémies aiguës lymphoblastiques en rechute. Ça commence à bien fonctionner aussi en première ligne en substitution de la chimiothérapie. Je vous ai dit, on a déjà plein de chimiothérapie dans la LAL, donc on veut pas en rajouter, on veut substituer. Malheureusement, cette fameuse calicamycine qui génère des cassures double brin de l'ADN est probablement un peu trop toxique pour le foie, et chez des patients qu'on aimerait bien quand même, dans certains cas, amener à l'allogreffe, on a des toxicités hépatiques et des maladies véno-occlusives qui sont parfois mortelles. Alors on a là aussi le groupe français, cette fois-ci des leucémies aiguës myéloïdes, a permis à l'anti-CD33 couplé d'obtenir une deuxième AMM. Hein. Il avait été montré trop toxique dans une modalité d'administration particulière par les groupes américains. Et sous l'impulsion des groupes français, il y a eu une phase 3 qui a permis de démontrer de nouveau l'efficacité et de réobtenir une AMM qui est toujours donc valable aujourd'hui, et puis de démontrer toute la biologie autour. C'est à la fois que le niveau d'expression de la cible a un impact sur l'efficacité du traitement. Bon, ça paraît relativement facile de le dire, et plus étonnant en fait toute la génétique qu'on a évidemment appris, qu'on a déchiffré ces dernières années à la fois dans les leucémies aiguës lymphoïdes et myéloïdes, est très liée à l'expression de la cible, et donc on s'est retrouvé étonnamment avec certaines mutations, et notamment des mutations de signalisation qui sont associées à la fois à l'expression de la cible du CD33 et aussi à l'efficacité du traitement, ce qui fait que maintenant on se retrouve à la fois avec cet anticorps qui est efficace et des inhibiteurs de ces voies de signalisation. Donc on ne sait plus où donner de la tête. Alors le blinatumomab, c'est probablement la révolution des 10 dernières années, comme je vous l'ai dit, dans les LAL, et aussi parce que dans les lymphomes, ça n'a pas fonctionné en raison de cette pharmacocinétique très particulière. Si on revient au développement, ça a été évidemment tout de suite, la micromètre, la boîte allemande a pensé tout de suite au lymphome, a pensé à des injections intraveineuses, et en fait ça donne des neurotoxicités assez impressionnantes au pic de concentration, et donc les patients convulsaient avec des œdèmes cérébraux, et donc ça a été arrêté puis repris à des doses plus basses en injection continue. Donc les patients ont des pompes. Il reste 4 semaines avec l'infusion de blinatumomab, et donc ça a été montré comme efficace en situation de rechute. Groupe français que tu connais bien également, Norbert, tu as aussi participé à cette étude-là, a montré que si on incorporait le blinatumomab à ces chimiothérapies complexes, on obtenait à la fois de meilleurs contrôles de la maladie résiduelle qu'on utilise depuis une vingtaine d'années pour monitorer nos patients, que ça réduisait aussi le risque de rechute, et sur les dernières analyses, ça améliore la survie. L'étude, on va dire, qui a été très importante chez l'adulte, c'était une étude de phase 3 américaine. Alors, ils sont pas allés complètement jusqu'au bout de l'étude parce qu'il y a eu des AMM, c'est chez fameux patients qui ont des maladies résiduelles positives, mais en tout cas, ils ont montré que ceux qui répondaient bien à la chimiothérapie répondaient encore mieux et bénéficiaient très largement de l'adjonction de blinatumomab en consolidation. Et c'est une étude qui a ouvert la porte maintenant à une administration très très large de ce médicament en première ligne, donc chez l'adulte, mais également chez l'enfant. Alors avant de parler de l'enfant, je voudrais parler de cette forme un peu particulière de leucémie aiguë lymphoblastique qu'on retrouve principalement chez l'adulte. C'est 25% des formes avec de la lignée B qui ont ce fameux chromosome Philadelphie dont vous avez peut-être entendu parler dans une autre maladie qui est la leucémie myéloïde chronique, et pour laquelle on utilise des inhibiteurs tyrosine kinase, puisque le chromosome Philadelphie crée une fusion avec une kinase qui s'appelle Abelson. Et le groupe français, mais d'autres groupes aussi, ont montré que l'adjonction de ces fameux inhibiteurs tyrosine kinase avait
déjà permis de faire pas mal de chemin, hein, puisque vous voyez qu'on était probablement à 20% de survie à la fin des années 90. Et puis quand sont arrivés les inhibiteurs de première génération, on est passé à quasiment 50% de survie. Et la dernière étude récemment publiée de notre groupe, elle avec les inhibiteurs de deuxième génération, montre des survies de l'ordre de 75%. Donc d'une maladie extrêmement sévère, parmi les plus sévères, parmi les LAL, on est passé sur une maladie qui est hautement curable. Et le bond suivant a été fait par notamment le groupe italien, mais aussi des groupes américains, qui ont combiné ce fameux blinatumomab aux inhibiteurs tyrosine kinase. Et puis ils ont viré tout le reste, toute la chimiothérapie, il reste plus rien. Et donc juste avec l'immunothérapie plus l'inhibiteur tyrosine kinase, un peu de corticoïdes, un peu de ponction lombaire, parce qu'il faut jamais oublier qu'il y a aussi des blastes qui peuvent se mettre dans les méninges. Ils arrivent à des survies maintenant à 4 ans qui sont de 80%. Puis si on passe aux inhibiteurs de troisième génération, on est à 90% de survie sur une maladie qui était à 20% il y a une vingtaine d'années. Donc une forme de leucémie lymphoblastique qui est devenue hautement curable. Et chez l'enfant, alors je vous ai dit, on est à des survies qui sont de l'ordre de 90%. On s'est dit, est-ce qu'il y a de la marge pour améliorer les choses? Et on a toujours l'idée que les polychimiothérapies vont créer la toxicité au long cours, donc probablement il y en a. Mais les premiers essais de phase 3 américains qui ont été rapportés il y a quelques mois, ils sont allés prudemment, ils ont fait des études en add-on, en rajoutant de la blinatumomab entre les cures de chimiothérapie, et ont montré, vous voyez, alors que les survies, il faut revoir l'échelle ici, c'est des survies de l'ordre de 0, on est à 15%, ont été drastiquement diminués par l'utilisation de 2 cures de blinatumomab avec une amélioration de la DFS. Ça marche à tous les âges. Il y a des formes de LAL extrêmement chimio-résistante chez le tout petit, de moins de 1 an, dû à un oncogène particulier qu'on appelle KMT2A. Et on est aux alentours de 60% de survie chez ces tout petits, chez qui on a du mal aussi à faire des allogreffes parce qu'ils sont extrêmement toxiques. Une cure de blinatumomab après la phase d'induction a permis de projeter à plus de 90% de survie ces enfants qui vont bénéficier bien évidemment de désescalade de la chimiothérapie, qui vont grandir avec beaucoup moins de toxicité. Alors les carticelles, je suis pas pédiatre, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous parler d'Émilie, qui a beaucoup porté le développement du premier CAR-T de Novartis, qui a une fondation sur le développement de ces nouvelles stratégies. Donc a été la première patiente, la patiente numéro 1. On a appris beaucoup des 2 premiers patients traités à l'université de Pennsylvanie. Donc Émilie, réinjectée alors qu'elle était en phase palliative de sa LAL, un CAR-T qui s'est expandu puis s'est maintenu dans le temps. Et donc, elle a maintenu sa rémission aussi. Maintenant, probablement on a une quinzaine, un peu moins de 15 ans de la rémission. Elle continue aussi à détruire ses lymphocytes B. Et donc, elle a toujours une aplasie B. Elle nécessite toujours une supplémentation en immunoglobulines intraveineuses. Mais voilà, elle a une maladie qui est contenue et a une rémission prolongée. On ne sait pas ce qui se passerait si les CAR-T disparaissaient, mais pour l'instant, on pense qu'au-delà d'1 an, les CAR-T persistent. Deuxième patient, les CAR-T se sont expandus, la maladie a été contrôlée, mais malheureusement, le CAR-T a été perdu, le patient a rechuté extrêmement vite. Les 2 premiers patients nous ont appris beaucoup de choses dans la leucémie aiguë lymphoblastique. On a 3 CAR-T qui sont approuvés actuellement. C'est que dans des phases très avancées de la maladie, là, on était plutôt à, on va dire, 30-40% de rémission. On passe à 75-80% avec des MRD quasiment indétectables chez tous ces patients. Mais les patients continuent à rechuter. Alors pourquoi est-ce qu'ils rechutent? Les 2 premiers patients nous ont appris des choses. Perte des CAR-T. Donc s'ils disparaissent, on perd cette immunosurveillance et les patients rechutent avec la cible, généralement le CD19. Par contre, il y a aussi beaucoup de mutations, d'acquisition de mutations, notamment chez les patients à forte masse tumorale, qui font perdre l'expression du CD19 par différents mécanismes qui sont bien explorés maintenant et bien décrits. Et donc les CAR peuvent persister et la leucémie peut revenir sous la forme d'une leucémie CD19 négative. Beaucoup d'effets secondaires quand même immédiats chez ces patients. C'est compliqué à manager, d'où le développement assez prudent de ces CAR-T-cells. D'abord des syndromes qu'on appelle de relargage de cytokines, qu'on croyait venir du CAR-T initialement, mais qui viennent en fait de l'environnement et notamment du système monocyte macrophage, qui
génère donc une espèce d'inflammation, syndrome inflammatoire systémique avec essentiellement de la fièvre, d'hypotension et puis un œdème pulmonaire lésionnel, mais qui peut être dans des cas, s'il n'est pas bien pris en charge, fatal. Ça passe essentiellement par des cytokines comme l'interleukine 6 et donc là encore les monoclonaux qui bloquent la voie de l'IL6, le récepteur ou la cytokine peuvent être utilisés pour contrôler rapidement ce CRS. Et la deuxième grande toxicité dont le mécanisme n'est pas bien connu, mais qui passe par une altération de la barrière hémato-méningée. C'est ces fameux ICANS, donc c'est neurotoxicité liée à l'utilisation de ces activateurs des cellules T. Et donc on voit chez ces patients des manifestations qui sont pas forcément focalisées, mais on voit des aphasies, des dysgraphies, on les fait écrire tous les jours, des troubles de l'attention, parfois des convulsions, des comas. Il y a eu des essais arrêtés en raison d'œdèmes cérébraux. Et puis je vous l'ai dit, avec ces CAR-T CD19 qui persistent, eh bien on a beaucoup de patients qui ont des aplasies B à 2 ans, 3 ans, 5 ans et qui continuent à faire des infections, pneumocoques ou autres à distance. Et donc il faut continuer à les supplémenter en immunoglobulines intraveineuses et parfois antibioprophylaxie. Alors, où est-ce qu'on va avec ces CAR-T? Alors, évidemment, le fait de devoir partir des cellules du patient, je l'ai dit, ça a plusieurs désavantages. Il faut attendre la production du CAR-T. On part de cellules T qui sont un peu altérées par les chimiothérapies ou par une greffe préalable. Et donc, il y a des sociétés, notamment une société française, Selectis, qui a eu l'idée de développer des stratégies allogéniques. Elles ont des avantages et des inconvénients. L'avantage net, c'est que vous prenez un donneur et vous fabriquez des CAR-T et des lots que vous allez pouvoir réinjecter aux patients. Donc, c'est des CAR allogénique qui donc fabrique ces fameux récepteurs à l'antigène. Mais pour cette fameuse GVH dont on a parlé tout à l'heure et qui peut être extrêmement toxique, on a aussi délété la chaîne alpha du récepteur du TCR alpha bêta pour éviter donc cette réaction. Et puis, pour des raisons de sécurité, souvent ces stratégies utilisent des systèmes de suicide pour que le CAR-T puisse être arrêté. Moi, je n'ai pas connaissance de développement où ça a été nécessaire. Alors, ça a des avantages, c'est la disponibilité, c'est off the shelf, donc vous avez juste à décongeler. C'est très homogène en termes de produits, c'est beaucoup moins cher que de produire évidemment patient par patient. Par contre, il y a un risque. Il y a un risque de rejet du CAR-T, ça il est réel. Le CAR-T ne va pas persister, donc c'est un CAR-T qui va être fait souvent en bridge vers une autre stratégie. Et puis il y a un risque qui est faible, lui, grâce à ce système de délétion de la chaîne alpha de maladie du greffon contre l'autre. Alors qu'en est-il des autres leucémies? Eh bien, il y a des tentatives qui sont pas complètement réussies pour l'instant de développement dans les leucémies aiguës-myéloïdes. Alors je parle des CAR-T, mais pour les bispécifiques, c'est un peu le même souci. Un souci de choix de la cible. CD19, on peut se débarrasser des cellules CD19 normales, je vous l'ai dit, des lymphocytes B, l'aplasie B, on sait gérer. On sait un peu moins gérer l'absence d'hématopoïèse myéloïde. Les patients sont exposés à des infections. S'ils tardent à récupérer des polynucléaires neutrophiles, ça se passe pas très très bien. Donc il y a un effet on target of tumor qui est très important. Et vous voyez ici l'hétérogénéité des cibles considérées dans la recherche de CAR-T anti-LAM. C'est extrêmement hétérogène. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui émerge. Et dans les LAL de la lignée T, parce que je vous ai parlé essentiellement des LAL de la lignée P, on a d'autres problèmes. Également le choix de la cible. Il y a beaucoup de cibles communes avec la cellule normale. Et l'aplasie T, on n'en veut pas. Autant se débarrasser des B, c'est gérable. Autant, une aplasie T, on sait que, d'expérience avec des déficits immunitaires sévères, on n'y arrivera pas. On veut aussi éviter que les CAR-T se détruisent les uns les autres, donc la fratricidie. Donc ça c'est un peu compliqué, ça nécessite parfois d'éditer, donc de supprimer le gène cible dans les CAR-T pour qu'ils se tuent pas avant d'arriver chez le patient. Et en plus, si on laisse des cellules T contaminées, donc tumorales, on risque d'avoir des cellules T qui expriment le CAR-T et qui masquent l'antigène et qui fait que ces cellules peuvent s'expandre en exprimant le CAR-T et en exprimant le récepteur CAR et donc en échappant à l'immunosurveillance des CAR-T.
Alors, point suivant, on a deux systèmes actuellement qui sont, un système principal qui est d'accès au quartier, notamment donc au quartier évidemment industriel, qui c'est le fait de faire les affaires nous-mêmes, de les fournir à l'industriel, et puis il nous rend quelques semaines après un produit qu'on va injecter aux patients. Se développe de plus en plus une deuxième stratégie qu'on appelle point of care, moi je l'appelle ici do it yourself, qui est de développer sur des plateformes, et notamment à la PHP à Méhari, à l'hôpital Saint-Louis, des systèmes de production à la demande. Vous avez votre vecteur et vous allez avec les cellules du patient produire un temps qui est souvent beaucoup plus court, le CAR-T pour le réinjecter aux patients. On est très en retard en France sur ces stratégies-là. Les Espagnols sont très très en avance et ont développé des stratégies de point of care, en répliquant des CAR-T qui avaient déjà été approuvés. Et l'Europe s'est positionnée de façon assez favorablement sur la possibilité de produire de façon locale ces CAR-T. Donc il y a des essais un peu partout en Europe de réplication, de production locale des CAR-T. Malheureusement en France, mais peut-être que pourra nous en dire plus, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va en termes d'autorisation et de remboursement. Alors, des développements académiques de cette sorte-là, on en a, grâce au soutien de l'INCa et du PHRC. Le premier, c'est un CAR-T dans les LAL qui va cibler deux cibles. L'idée, c'est que en ciblant deux cibles, on évite les phénomènes d'échappement. Donc, on va développer. Il y a plusieurs stratégies. On va développer un CAR-T CD19, CD22. Donc, on a fini les pré-runs. On devrait soumettre à l'agence le projet cette année, mais il a longtemps été assez souterrain. Et puis dans les LAM, on a d'autres projets. Vous voyez, on peut développer des CAR-T dits invariants, où le CAR-T est capable de reconnaître des petites molécules que vous pouvez fixer à des fragments variables. En fait, le CAR-T marche dans toutes des situations où vous avez un antigène. Donc le fragment variable, ici, le FAB est injecté, il est tagué, et le CAR reconnaît le tag. Et donc, vous pouvez, comme ça, injecter un CAR-T et éventuellement changer de petites molécules adapteurs que vous injectez de façon intraveineuse. Et c'est un des deuxièmes projets qui est en cours à l'hôpital Saint-Louis. Et puis, pour terminer, je pense que c'est vraiment l'avenir. On va probablement pouvoir se passer dans quelques années des plateformes de production, puisque les premiers patients avec des CAR-T in vivo ont été traités. Il s'agit de patients qui reçoivent donc des nanoparticules ou des virus qui sont capables donc in vivo d'infecter la cellule T, de cibler la cellule T, de transmettre le gène qui exprime le récepteur CAR, et donc d'induire l'expression, la production de ces CAR-T in vivo sans passer, encore une fois, par la phase de production et d'expansion à l'extérieur de l'organisme. Voilà. Donc c'est un apport majeur de l'immunothérapie dans les leucémies lymphoblastiques. Pour certains groupes, des approches même sans chimiothérapie qui sont extrêmement importantes pour les patients. Des succès des CAR-T, mais qui peinent un petit peu pour l'instant encore à venir en première ligne, même si en rechute, les résultats sont particulièrement impressionnants. Une forte dynamique d'innovation, parce que vous avez vu, c'est un jeu de Lego, c'est CAR-T, et ça va l'être encore plus avec les stratégies in vivo. Il y a des questions de soutenabilité financière qui sont évidentes, qu'on peut aborder dans la discussion. Merci.